Le colza a profondément modifié le paysage et notre agriculture. La France en est aujourd'hui le 5e producteur mondial. De plus, son utilisation a changé. En 25 ans, cette plante est passée de nos assiettes à nos réservoirs de voitures. On l'appelle le biodiesel. Ce carburant du 21e siècle, soutenu par les pouvoirs publics, est censé lutter contre le réchauffement climatique et ouvrir de nouveaux débouchés à nos agriculteurs. Mais le biodiesel ne fait pas l'unanimité. Il est au cœur d'un combat qui oppose enjeux écologiques et enjeux industriels. On a fait le choix de booster une industrie particulière et de la créer de toutes pièces, puisqu'il faut savoir qu'on a un objectif de 10% d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. En clair, sans toujours le savoir, chaque automobiliste qui roule au diesel met du colza dans son réservoir. Un agrocarburant qui soulève bien des questions. Deux logiques s'affrontent. D'un côté, ses détracteurs dénoncent un soutien déguisé de l'agro-industrie. De l'autre, ses partisans mettent en avant son impact économique. Si, pouf, du jour au lendemain, il n'y avait plus de biodiesel en Europe, on a calculé qu'il y aurait une perte de probablement 200 000 emplois au niveau agricole dans toute l'Europe. On parle d'une politique climatique, mais en réalité, c'était une politique purement agricole à la base. Les agrocarburants, c'est un soutien déguisé aux multiples hectares rentables et aux grandes cultures, en fait. À l'origine de cette stratégie, on retrouve la puissante filière céréalière. Dans les années 90, germe l'idée que nos agriculteurs peuvent produire du carburant. L'image est belle, de la terre et des plantes naît un carburant vert, bon pour l'environnement. Mais derrière les promesses écologiques et économiques, l'industrie du biodiesel est-elle si vertueuse? Ce carburant est-il une alternative durable aux énergies fossiles? Et permet-il de lutter efficacement contre le réchauffement climatique? La filière des agrocarburants est soutenue très activement par les politiques publiques. Les pétroliers sont obligés d'incorporer 7% de biodiesel dans chaque litre de gasoil. À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, le diesel souffre d'une mauvaise image. Alors le biodiesel aurait-il été créé pour la revaloriser? Et mérite-t-il son nom? Il n'y a pas de côté bio au sens respect de l'environnement. C'est-à-dire que du biodiesel est fabriqué certes à partir de plantes, donc, notamment en grande majorité le colza, mais également d'autres plantes. Mais sur ces plantes-là, on peut utiliser des pesticides, on peut même avoir des plantes d'origine OGM. Donc effectivement, le caractère bio ne peut pas s'y retrouver. Il n'y a rien de bio dans les carburants qu'on nous présente, dans les agrocarburants, parce que les cultures qui sont dédiées aux agrocarburants, c'est des cultures très intensives, qui n'ont rien de production d'agriculture biologique. En effet, aujourd'hui, pour maintenir les forts rendements de colza voulus par l'agro-industrie, les agriculteurs sont obligés de traiter en permanence leurs champs. De ces arrosoirs géants sortent à haute dose des fongicides, des herbicides ou encore des insecticides. Depuis 20 ans, Philippe Pluchet est cultivateur de colza en Normandie. C'est un fongicide. Sur les colzas, on peut en faire 2. Moi, je choisis d'en faire qu'un. J'en ferai peut-être un deuxième si jamais il y avait besoin, s'il y avait dégradation de la météo. Et selon vous, ces produits, ils sont corrosifs, ils sont agressifs, ils sont... Bah oui, complètement, ouais. C'est pas génial pour la planète, on va dire. Non, c'est pas génial pour la planète, ça c'est clair. Et vous, pour vos poumons, votre exposition personnelle? C'est pas bon non plus, hein. On évite de respirer tous ces produits-là. Là, on est dans une cabine qui est pressurisée. Et j'ai monté des filtres à charbon, en fait, qui filtrent très bien les particules.
Et du coup, on évolue, enfin, on reste dans une atmosphère plus sain à l'intérieur de la cabine qu'avec des filtres normaux. Comme beaucoup de céréaliers, Philippe Pluchet est pris au piège de cette agriculture productiviste. Et la première découverte est que le colza qui sert à la fabrication du biodiesel est en réalité chargé en pesticides et bien d'autres produits nocifs pour la terre et notre santé. Il faut sortir de cette dépendance des pesticides. Il faut donner les moyens aux gens, aux paysans, aux paysannes, d'être moins dépendants des pesticides. Ce n'est pas eux qui le font sciemment parce que ça leur plaît de mettre des pesticides. C'est bien que le contexte mondial, de concurrence mondiale, c'est bien que les obligations de compétitivité, comme ils nous disent, font que l'outil de compétitivité français, c'est le pesticide. Laurent Pinatel, président de la Confédération paysanne, défend, lui, une toute autre vision de l'agriculture, moins productiviste, plus sociale et plus vertueuse pour notre environnement. On intensifie les cultures pour pouvoir faire cracher du colza, pour pouvoir avoir des agrocarbes à grand coup de subvention. Et la logique des agrocarbes, c'est de faire... ça consomme les agrocarbes en termes de pesticides, énergie fossile, d'engrais, énergie fossile, et aussi de fuel, énergie fossile. Et même s'il y a une quote-part qui re-rentre dans les réservoirs, c'est faible dans le bilan carbone total. La production massive de colza a tout d'une production industrielle. Et aujourd'hui, la plante elle-même a été détournée de sa nature. Des variétés rendues tolérantes aux herbicides, il y en a en colza. C'est les OGM cachés. Ils n'ont pas le tampon OGM parce que la Commission européenne freine, mais c'est quand même des variétés qui sont mutées génétiquement, les colza. Donc qui sont rendues tolérantes aux herbicides, avec les mêmes problèmes que peuvent avoir les OGM, simplement c'est les nôtres, quoi. Donc c'est ça qui change. Le colza ne serait donc pas la plante aux 1000 vertus que l'on nous vend depuis ses débuts. Autre texte adopté aujourd'hui à l'Assemblée, le projet de loi sur l'orientation de l'énergie. Il prévoit notamment un triplement de la production de biocarburants d'ici 2010. Très avantageux du point de vue de la lutte contre l'effet de serre. Ces biocarburants issus de l'agriculture peinent pourtant à se développer. Explication de Mike Lonslick. Le biocarburant ne se substitue pas au carburant classique, c'est un complément. Depuis 25 ans, l'État français et l'Europe subventionnent la filière des agrocarburants. Dans le contexte de lutte contre les changements climatiques, on fixe des objectifs à l'échelle européenne qui sont importants. Et pour y répondre, on met en place des filières perfusées par de l'argent public qui émettent plus de gaz à effet de serre. Je ne comprends pas. Incrédules, les écologistes, la Cour des comptes aussi. À en croire un de ses rapports, daté de 2012, l'efficacité énergétique de ce carburant est faible. Pour les experts de la Cour, le biodiesel réduit la performance du gasoil classique, ce qui oblige les automobilistes à passer à la pompe plus souvent. Quand vous incorporez des biocarburants dans des carburants standards, gazole ou essence, c'est moins efficace en termes énergétiques, c'est-à-dire que vous devez consommer plus de carburant pour la même distance. Donc, ça ne rapporte rien aux distributeurs, mais par contre, l'État taxe, donc la TICPE, taxe au volume. Donc, taxant au volume, elle reçoit plus de taxes que si elle n'y avait pas eu d'incorporation. En résumé, une obligation pour les distributeurs d'incorporer un carburant qui n'a rien de bio et qui n'est pas très performant. Le consommateur est le dindon de la farce. Le biodiesel issu du colza est une innovation française et une large part de notre agriculture en dépend. Alors au gré des mandatures, les ministres de l'Agriculture, de droite comme de gauche, l'ont tous défendu, minimisant les faiblesses, voire les erreurs de la filière. Je pense que les biocarburants, ça peut être une solution d'avenir. Là encore, ils ont besoin de progresser dans la trace carbone qu'ils peuvent laisser. Pour que les énergies renouvelables aient un avenir, il faut qu'elles soient rentables du point de vue énergétique. C'est bien tout le problème du biodiesel. La culture du colza, puis le raffinage de l'huile, nécessitent beaucoup de carburants fossiles. Le bilan entre énergie produite et énergie consommée n'est pas très bon.
1 litre de gasoil brûlé pour produire 1 litre de biocarburant, est-ce que c'est une bonne C'est pas un bon rapport, mais je crois que là, vous avez souligné de manière assez défavorable, parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Globalement, on est à l'équilibre, c'est-à-dire que ce qui est stocké et retransféré en énergie renouvelable, c'est à peu près ce qui a été consommé. C'est le 1-1, c'est ce que vous dites. Mais on peut faire beaucoup mieux. Le ministre semble un peu perdu. Et nous aussi. Alors le bilan est-il efficace d'un point de vue énergétique? Pour y voir plus clair, il faut refaire les calculs entre la part de l'énergie consommée pour sa production et l'énergie redistribuée à la pompe. Pour établir ce bilan énergétique, nous sommes allés chercher le meilleur spécialiste de la question. C'est jour de marché à Notre-Dame de Gravenchon. Nous sommes à quelques kilomètres de Rouen et c'est ici que nous rencontrons Patrick Sadone, producteur de fromage de chèvre. On t'a pas vu la semaine dernière? Mais non, j'avais pas envie. J'avais pas envie de venir? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que je vous sers? Une bûche et un crottin, voilà. Les 40 qui font 50. C'est un reportage sur toi, là? Ils font un reportage sur les agrocarburants. Et il se trouve qu'à une époque de ma vie, je me suis pas mal investi sur ce dossier entre 2005 et puis 2012, on va dire. Guillaume aussi, il avait fait ça, je crois. Lui, il était à fond pour, alors que moi, je dis que non, si on regarde les bilans énergétiques et effets de serre, c'est pas intéressant. Oui. Et donc, c'est pas la peine d'en faire. Il n'y a pas le même recul, ça c'est clair. Voilà. Si aujourd'hui il vend ses fromages, en 2010, Patrick Sadone a participé au comité d'experts chargé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de mesurer l'efficacité énergétique des biocarburants dans le biodiesel. Pour ce spécialiste, le vrai bilan énergétique est médiocre. On consomme 1 litre de pétrole pour produire 2 litres de biodiesel. C'est quand même une efficacité énergétique qui n'est pas tellement supérieure à 2. Pour une énergie dite renouvelable, c'est quand même pas formidable. Quand vous faites du bois déchiqueté pour mettre dans une chaudière, vous avez une efficacité énergétique de 15. En 2010, en plein Grenelle de l'environnement, l'État français joue sa crédibilité en matière de choix énergétiques. Hélas, après des mois de calcul, Patrick Sadone est parvenu à une conclusion. Le biodiesel ne permet absolument pas de se passer des énergies fossiles. Vous pouvez prendre les calculs dans tous les sens, vous n'arrivez pas à dire que ça permet d'améliorer l'indépendance énergétique. Cette filière, elle n'a aucun avenir. Les bilans énergétiques sont trop faibles. Patrick Sadone est un lanceur d'alerte. Selon lui, le biodiesel n'est pas la solution à nos problèmes énergétiques. Il n'est pas efficace et la culture intensive du colza qu'il nécessite mettrait en péril la biodiversité de nos campagnes. Sur l'Eure et la Seine-Maritime, on a dû perdre 30 000 hectares de prairies naturelles et les surfaces en colza ont augmenté d'à peu près 30 000 hectares. Donc, clairement, on a eu une augmentation des surfaces en colza. Imposée par l'État, l'obligation d'incorporer 7% de biodiesel au gasoil conduit au désastre en matière de biodiversité. L'image verte de ce carburant est loin de la réalité. Ingénieur agronome, Patrick Sadone sait très bien que les monocultures comme le colza appauvrissent durablement nos sols. Les besoins en surface sont considérables parce que la production de carburant à l'hectare est faible. Donc même si vous avez un objectif d'incorporation relativement faible, aujourd'hui on est à 7%, ça représente des surfaces très importantes. Ce spécialiste n'est pas le seul à s'indigner des dangers générés par le biodiesel. D'autres experts aujourd'hui mêlent leur voix pour donner l'alerte. 25% des surfaces, c'est beaucoup. Et on arrive vers une monoculture qui, de toute façon, épuise les sols et va nous amener effectivement à faire disparaître des espèces qui n'ont plus la diversité et qui ne peuvent plus effectivement se sentir trouver leur écosystème. N'oublions pas que la première fonction de la Terre est de nourrir ses habitants. Avec les biodiesels, on l'a détournée de cette fonction. La Terre devient une pompe à carburant. À partir du moment où on utilise une terre agricole
qui est utilisée au préalable pour l'alimentation et qu'on la détourne vers des fins énergétiques, on ne produit plus la même quantité pour l'alimentation. Et donc on va chercher à s'approvisionner en alimentation ailleurs, puisque la demande alimentaire est là, elle est constante. En fait, elle augmente même dans le futur, puisqu'on sera plus nombreux sur la planète. Il faut repenser une certaine variété, ne serait-ce que pour sortir d'un modèle de cultures qui ne sont pas directement des cultures alimentaires. Parce que le colza sert à faire des tourteaux et du diesel, le maïs sert à faire de l'ensilage, qui lui-même est un aliment pour les vaches. Heureusement, le blé reste une culture alimentaire importante. Mais pourquoi, effectivement, dans une rotation colza, blé, maïs, n'avoir qu'effectivement qu'une seule culture alimentaire? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Des questions qui fâchent, mais pour l'heure, rien n'arrête le biodiesel. Son intérêt économique et politique est bien plus grand qu'il n'y paraît. Les agrocarburants, c'est un soutien déguisé à l'industrie agricole, mais pas au petit agriculteur qui a des terres dans les montagnes et compagnie, qu'on aimerait bien par ailleurs soutenir avec de l'argent public. Non, c'est un soutien aux multiples hectares, rentables et aux grandes cultures, en fait, puisqu'on parle de culture alimentaire qui, in fine, se retrouve dans nos réservoirs. Après plus de 15 ans d'exploitation, la filière des agrocarburants n'est pas remise en question. L'État poursuit son soutien sans faille à l'agro-industrie. À la Confédération paysanne, on a conscience depuis le début que les agrocarburants sont avant tout une manne pour les céréaliers. De toute façon, historiquement, tout ce qui est production végétale de grandes cultures en France, c'est confortable. Puisqu'ils avaient négocié historiquement la PAC dans les années 90, et ils ont des rentes de situation, les céréaliers, des aides à l'hectare très fortes et non plafonnées. C'est-à-dire on cumule les hectares, on cumule les aides, et du coup on a des rentes de situation. Donc aujourd'hui, producteur en grande culture, c'est confortable. Si dessus on subventionne la filière oléoprotéagineux pour aller mettre de l'incorporation des huiles dans les carburants, c'est encore plus confortable pour tout le monde. Ce que dénonce le président de la Confédération paysanne, c'est aussi ce qui est pointé par le rapport de la Cour des comptes. L'entreprise qui bénéficie de cette rente, c'est la grande coopérative Avril Sophie Protéol. Pendant des années, elle s'est retrouvée en situation de monopole, contraignant les distributeurs et les pétroliers à se servir chez eux en biodiesel. Ces distributeurs n'avaient pas le choix, quand il s'agissait de biodiesel, devaient passer par un peu cet unique fournisseur. Ça donnait un pouvoir de négociation extrêmement fort, je dirais l'oligopole à l'époque, donc c'est les coopératives, enfin un regroupement de coopératives, qui étaient les seuls à pouvoir fournir. Donc ils avaient un grand pouvoir de négociation vis-à-vis des pétroliers et des distributeurs, et donc des marges extrêmement intéressantes. Durant des années, le groupe Avril était, selon la Cour des comptes, le producteur dominant. Ces unités de production se sont multipliées. Elles sont aujourd'hui une quinzaine. Le groupe a pu exercer une influence sans partage sur toute la filière du biodiesel. La première et plus importante aide de l'État est d'avoir donné l'obligation aux pétroliers d'incorporer dans leur gasoil 7% de biodiesel sous peine d'être lourdement taxés. Impossible pour Total et les autres distributeurs de négocier les tarifs que le groupe Avril leur impose. Le biodiesel est une incroyable rente pour Avril. Si on fait le calcul, en effet, de la défiscalisation, c'est-à-dire de ce qui est rendu aux distributeurs et qui, au final, arrive aux producteurs de biocarburants, donc à la sphère agro-industrielle, sur la période 2005-2015, c'est à peu près de l'ordre de 3,6 milliards. Donc on va dire que le contribuable a payé 3,6 milliards. Cet argent public qui a été donné au secteur des agrocarburants, il serait beaucoup plus intéressant de l'utiliser d'une part pour développer les énergies renouvelables pour atteindre ces objectifs européens qui sont importants, mais aussi pour soutenir un secteur agricole en l'accompagnant vers une évolution agroécologique. Pour les ONG environnementales, les agrocarburants ne devraient pas être considérés comme une énergie renouvelable. Pourtant, ils continuent d'être soutenus au plan national et au plan européen.
Bruxelles a largement participé à la réussite de cette filière. Le Bureau européen de l'environnement s'est penché sur la quantité des aides allouées aux industriels. Les carburants verts vivent en fait sous haute perfusion européenne. On a fait des estimations pour connaître le montant d'aides publiques, donc directes, indirectes, via la défiscalisation, etc., dans les États européens pour les agrocarburants. Et les chiffres sont assez parlants. C'est 6 milliards d'euros, plus ou moins, annuellement, qui sont dépensés pour soutenir cette industrie. Par comparaison, ces 6 milliards d'euros représentent à eux seuls 6 fois le budget annuel alloué à l'éducation par l'Union européenne. Les agrocarburants reçoivent des aides énormes alors que leur efficacité énergétique est faible et que leurs bienfaits sur l'environnement sont contestés. Pour Corinne Lepage, cette filière bénéficie d'avantages exorbitants. Il faut arrêter de prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages quand même. Vous voyez, quand on se bat pour les énergies renouvelables, on vous dit ça coûte les yeux de la tête, alors que ce qu'on donne aux hydrocarbures, c'est 10 fois plus, hein, c'est de cet ordre-là, en termes de subventions publiques. Et sur les agrocarburants, c'était un peu le même problème. Les agrocarburants sont donc traités par le politique avec autant de soin que les hydrocarbures. Et comme avec le pétrole, il paraît bien difficile de faire machine arrière, malgré les enjeux climatiques mondiaux. Fin 2017, 95% des investissements de la première génération seront complètement rentabilisés. Donc il n'y a pas de raison de continuer à avoir cet objectif pour la première génération après 2017. Il faut se tourner vers des alternatives qui sont vraiment vertueuses pour le climat. Et arrêtons de donner de l'argent à une technologie qui ne fait que empirer finalement la situation dans laquelle on est quand on parle de réchauffement climatique. Pourtant, la logique industrielle l'emporte. Pour produire du biodiesel, il faut des milliers de tonnes de colza. Les graines pressées produisent seulement 40% d'huile qui sont raffinées pour devenir le biodiesel. Mais après l'extraction, la graine laisse 60% d'une pâte grasse et riche en protéines que l'on appelle le tourteau de colza. Pas question de le jeter, ce tourteau sert à nourrir le bétail. Et c'est là que l'on retrouve le groupe Avril, le même qui produit le biodiesel. Avril, c'est le numéro 1 français des huiles végétales, mais aussi de l'alimentation animale. Il sème le colza, le transforme et fournit le tourteau aux éleveurs. Nous sommes producteurs de tourteaux de colza et effectivement, nous avons développé des débouchés. Nous travaillons aussi avec le secteur de la nutrition animale afin d'augmenter la part de tourteaux de colza pour l'ensemble des élevages. Notre engagement, qui est un engagement que nous suivons, est d'utiliser 80% minimum de produits issus de l'agriculture française. On a fait de l'huile le produit phare, on va vendre de l'huile et après on se démerdera pour mettre le paquet cadeau autour en disant on est super vertueux, on va mettre du tourteau et réduire la dépendance protéinique de la filière alimentation animale. Alors, produire par tonne du tourteau de colza français pour nourrir le bétail français, ce choix agricole est-il vertueux? Pas vraiment, si l'on considère que ces hectares de fleurs jaunes réduisent les espaces de pâturage. Moins de pâturage, plus de tourteaux, la boucle est bouclée. Les éleveurs sont aujourd'hui entièrement dépendants de la filière végétale. La Confédération paysanne milite contre ce choix. Nous, il nous semble que la transition agricole des fermes laitières ou des fermes d'élevage en général, elle passe par une culture de l'herbe. Elle passe par la valorisation des territoires. Il y a des territoires, là où il y a l'élevage, généralement, où on ne peut pas faire de céréales. Donc si on ne peut pas faire de céréales et qu'on oriente la filière autour du tourteau de colza, ça veut dire qu'on va rendre les régions d'élevage dépendantes des régions favorisées où on peut cultiver du colza. Et c'est à ce niveau-là que c'est pas tenable. On impose quelque part dans des systèmes très intensifs l'incorporation dans l'alimentation animale beaucoup de colza, de tournesol. Et c'est ça qui rend dépendants les paysans et les paysannes en production laitière des filières végétales. La dépendance créée entre les régions d'élevage et la filière végétale est au cœur de la stratégie d'Avril.
Les débouchés commerciaux du tourteau sont indispensables pour que vive le biodiesel en France. Pour que le business agrocarburant soit prospère, il faut trouver des débouchés pour vendre également les tourteaux. Il faut donc que l'huile parte à l'industrie de l'agrocarburant, mais aussi que le résidu, encore une fois qui représente plus de 50% de la plante, trouve un marché. De toute façon, c'est clair que comme les quantités de tourteaux qui sont produites sont supérieures aux quantités d'huile, c'est sûr que la filière, même la filière énergétique très fortement subventionnée comme elle est, si on n'arrive pas à écouler le tourteau, de toute façon, ça ne marchera pas. Le biodiesel et son sous-produit, le tourteau de colza, répondent à une véritable stratégie industrielle organisée par l'ensemble des acteurs du secteur agricole. De la coopérative Avril aux chambres d'agriculture, en passant par la FNSEA, ils ont su imposer l'utilisation de ce tourteau dans l'alimentation animale. Les éleveurs de vaches laitières sont devenus, par la force des choses, les premiers consommateurs de ce sous-produit. Donc voilà, ça c'est un mélange tourteau soja et tourteau de colza. Ce qui est marron, c'est le colza, et ce qui est jaune, c'est le soja. Aujourd'hui, dans le système où moi je suis obligé d'en incorporer, parce que si je donne que du maïs, ma ration n'est pas équilibrée dans la panse de ma vache, et puis ma vache va être malade. C'est clair, net et précis, elle va finir par crever. Donc c'est comme nous, il nous faut des protéines, il nous faut des enzymes, il nous faut de tout ça pour vivre, et une vache est exactement pareil. Forcément, là tout de suite au printemps que les vaches sortent dehors, trouvent quand même une bonne partie à l'herbe, donc je diminue la part de tourteau. Donc, et le reste du temps? Le reste du temps, quand les vaches sont en bâtiment l'hiver fermé, forcément on a augmenté la part de tourteau. Là tout de suite, pour mes vaches, je suis à peu près à 2 kilos par vache de tourteau. Hein, donc sachant qu'elles vont à l'herbe, et l'hiver je suis entre 3,5 4 kilos par vache. Pour tenter de s'en sortir, Cyril Legrand a augmenté son cheptel. Mais en agrandissant son exploitation, il a mis le doigt dans un engrenage. L'éleveur dépense 35 centimes d'euros pour produire 1 litre de lait qu'il vendra à peine 27 centimes. Un système absurde où pour chaque litre de lait vendu, l'éleveur s'endette. Une part importante de ses coûts de production est destinée à l'achat des tourteaux de colza. Vous dépensez combien en alimentation animale? Rien que pour le tourteau, moi je suis à 2 000 euros par mois. 1800, entre 1800 et 2 000 euros par mois. Aujourd'hui, Cyril Legrand est en très grande difficulté. Et son exploitation est placée en redressement judiciaire. Une histoire banale dans un monde agricole qui a perdu ses repères. Donc ils se retrouvent un petit peu pris en étau finalement, et qui sont les premiers à souffrir de la crise à l'heure actuelle, puisque, encore une fois, on a la chute des prix de vente de leurs produits. De l'autre côté, ils se retrouvent plus ou moins coincés avec des prix plus ou moins fixes pour l'achat de l'alimentation animale. Ils ont bien souvent fait des investissements pour augmenter leur capacité de production, etc. Donc ils ont des crédits à rembourser à la banque, et la banque leur rappelle bien qu'il faut qu'ils remboursent leur crédit. Et donc ils se retrouvent complètement coincés dans une situation économique extrêmement difficile. Tous ceux qui ont fait le choix d'agrandir leurs exploitations rencontrent les mêmes problèmes que Cyril Legrand. Mais à la faveur de quelle vision du monde agricole en est-on arrivé à voir nos éleveurs s'endetter pour s'agrandir et finalement mettre la clé sous la porte? Il y a eu toute une campagne des laiteries, des collecteurs de lait pour nous dire voilà, la matière grasse, on en a presque un peu trop, remplacez donc vos tourteaux de soja par du tourteau de colza, qui fait produire autant du lait, mais un petit peu moins de matière grasse. Il y a eu toute cette campagne qu'on n'a pas vu venir, nous, de loin. On a dit, bah tiens, c'est bien, colza, c'est produit chez nous, c'est pas le soja. Et il y a eu tout ça, et peu à peu, il y a eu une tendance à l'agrandissement excessif des fermes, notamment laitières, l'apparition des fermes-usines. Et comme par hasard, derrière les fermes-usines, qu'est-ce qu'on voit? Utilisation très régulière, voire massive, de tourteaux, de colza, Sofiproteol, Avril. Le groupe agro-industriel Avril est au départ un rassemblement de coopératives agricoles.
Il a favorisé le développement de ces fermes-usines. Elles sont aujourd'hui une trentaine en France, où s'entassent des milliers de bovins, de poules, de cochons qui vivent hors sol. Les grandes coopératives, qui au départ étaient des agriculteurs qui se sont mis ensemble, sont devenues en fait des outils d'exploitation des mêmes agriculteurs. Et où on est dans un système dans lequel nos agriculteurs, sauf ceux qui se mettent en bio et qui sortent du truc, sont totalement coincés. On n'arrive pas à donner des aides aux agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses pour l'environnement. On continue à donner des aides à ceux qui n'ont pas de pratiques vertueuses, qui malheureusement, du fait de l'utilisation de certains intrants, etc., polluent nos sols, polluent nos eaux, alors que l'argent public devrait être utilisé pour les aider à ne plus utiliser ce genre de produits néfastes pour l'environnement et même pour leur santé. L'exploitation de Pierre Viste est située dans la Manche. Éleveur de vaches laitières, il avait fait le choix de ces élevages productivistes. Investissement, modernisation de son outil de travail, il a fini par faire faillite. Il revient sur les causes de cet échec. Plus vous allez, une fois de plus, vers un élevage important, plus vous risquez d'être dépendant de l'extérieur. Donc forcément, ceux qui gravitent autour de vous ont intérêt à vous pousser vers ça parce que ils vont vous vendre plus de tourteaux, ils vont vous vendre plus de produits et après vous êtes pieds et poings liés, quoi. Selon lui, les causes de sa faillite renvoient plus globalement à la stratégie agricole qui a prévalu en France depuis les années 50. On peut toujours faire comme on veut, hein, quand même. On est dans un pays libre. Personne ne nous a forcé avec un fusil dans le dos à les produire avec les modèles tels qu'on a. Les modèles actuels, c'est juste la conséquence de l'évolution pendant 50 ans où il a fallu produire beaucoup pour nourrir la population. Et donc, les agriculteurs, ils sont préoccupés de produire. La filière du biodiesel est un des exemples de cette vision du monde agricole qui veut qu'avec moins de bras, et quel qu'en soit le prix, nous parvenions à produire plus en faisant toujours plus de profit. Xavier Belin fut l'un des acteurs les plus puissants de cette stratégie. Cet homme a été entre 2010 et 2016 dirigeant du groupe Avril et président de la FNSEA, le principal et puissant syndicat agricole. Lobbyiste infatigable, on lui doit les agrocarburants. Il y a un type qui a pensé qu'il allait pouvoir industrialiser l'agriculture à son profit. Et je trouve que le jeu magistral de Xavier Belin, c'est qu'en même temps, il a réussi à prendre la tête du premier syndicat d'éleveurs, la FNSEA. Et comment on arrive, en étant à la tête du syndicat le plus puissant en France, et mettre en place des pratiques qui favorisent la disparition des paysans. Donc il y a quand même, nous, cette opposition par rapport aux agrocarburants, c'est qu'on voit que c'est un outil supplémentaire d'asservissement des paysans. C'est terrible, mais c'est, je dirais, le sort de la plus grande partie de l'agriculture française. C'est quelque chose dont on ne parle pas, ou pas beaucoup, parce que le syndicat majoritaire est schizophrène, en ce qu'il est apparemment le défenseur du monde agricole et en réalité le défenseur de ce système, de ces grandes coopératives. Et le fait que ce soit le patron de Sophie Protéol qui ait pris la tête de la FNSEA, à cet égard, est un symbole à lui tout seul. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a conflit d'intérêts, selon vous ? C'est pas une infraction, hein. Donc je veux dire que conflit d'intérêts n'est pas interdit en France. Xavier Belin est mort le 19 février 2017. C'est sans lui que l'histoire des agrocarburants continue. Aujourd'hui, même si un quart de nos campagnes est consacré au colza, cela ne suffit pas à remplir nos réservoirs. Il faut aller chercher ailleurs. Pourtant, chez Avril, on revendique toujours une production française du tourteau de colza. Vous voyez, cette production de biodiesel et d'éviter aussi l'importation de tourteaux de soja, sur la balance commerciale chaque année, ça représente 1,5 milliard d'économies d'importation. Grâce à la production de colza français, tant vanté par Avril, on n'importe plus les vilains tourteaux de soja venus d'Argentine, qui servaient à nourrir nos vaches.
Mais le colza utilisé pour notre biodiesel est-il si français? Malheureusement non. À l'heure actuelle, la part de biodiesel produit à partir de ressources françaises n'est que de 50%. Le reste, c'est déjà de l'importation. Sur le port de Sète, chez Centregrain, arrivent chaque jour des cargaisons de colza venues des 4 coins de la Terre. Le principal client est l'usine Cepol du groupe Avril. De ce bateau, 60 000 tonnes de graines de colza sont déversées sur le port. Celui-là arrive d'Australie. C'est du colza australien? C'est du colza australien, oui, donc qu'on stocke chez Centregrain et qu'on retransfère chez Cepol à la demande. Aujourd'hui sur la campagne, c'est le 4e navire qu'on a de cette taille-là, mais on a des navires qui arrivent du Canada aussi, des 30-40 000 tonnes, c'est assez fréquent, quoi. Sur toute l'année, il n'y a aucun souci. Des milliers de kilomètres pour des semaines de navigation. Le bilan énergétique du colza venu d'Australie ou du Canada est loin d'être satisfaisant. Pour faire tourner l'industrie du biodiesel, les besoins en matières premières sont immenses. Toute la matière première qu'on importe, donc on a vu du navire qu'on stocke chez Centregrain, on le transfère à Cepol, à la commande. On reçoit des commandes la veille donc pour le lendemain et puis on transfère les quantités demandées. Ils ont besoin de 2000 tonnes par jour, pour fonctionner. Voilà. C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc voilà. Au total, 730 000 tonnes importées du bout du monde chaque année. Alors voilà la graine de colza, telle qu'on la stocke pour Cepol. Donc cette petite graine noire où il y a encore un petit peu de paille. De ces tonnes de graines, l'usine du groupe Avril tire donc du biodiesel et une montagne de tourteaux de colza. Ce tourteau australien, et non pas français, sera livré par bateau ou par camion en France et dans toute l'Europe. On ne compte plus les effets pervers attachés à la production de biodiesel. Aujourd'hui, une nouvelle bataille s'est ouverte entre les ONG environnementales et les industriels sur le bilan carbone de ce carburant vert. On parle d'argent public vers une industrie qui est censée nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, qui est un problème commun à tous. Le problème, c'est que ça a été reconnu par la communauté scientifique, par les institutions européennes elles-mêmes, et même la France, qu'en réalité, eh bien, la première génération, les agrocarburants, ne sont pas si vertueux que ça pour le climat, bien au contraire. Plus de 15 ans se sont écoulés et le bilan environnemental des agrocarburants est largement controversé. D'un côté, ses promoteurs qui continuent de vendre son image écolo. De l'autre, ses détracteurs qui y voient une nouvelle source de pollution. Chacun s'appuie sur des rapports aux conclusions radicalement opposées. La première, l'étude CARB, réalisée par des chercheurs californiens, vante les bienfaits environnementaux. Selon eux, il réduirait de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Au moins, les CARB, ça a été fait à la lumière du soleil, ouvert, transparent, avec l'interaction de plusieurs dizaines de scientifiques. C'est qu'il y a un ressort pour les biodiesels, c'est magnifique. Parce que les biodiesels, vous pouvez aller voir sur l'étude du CARB, ressortent comme les meilleurs de tous les biocarburants et comme les plus performants du point de vue environnemental. De l'autre côté, on trouve l'étude Globium, rédigée par des scientifiques européens et financée sur fonds publics par le Parlement. Selon cette modélisation, le biodiesel de colza produirait autant d'émissions de gaz à effet de serre que le pétrole. Un résultat que conteste le groupe Avril. Croyez-vous vraiment que quand on produit du biodiesel à partir du colza qui est récolté à côté, transformé ici et distribué dans le gazole français, vous émettez plus de gaz à effet de serre que quand vous forez du pétrole à l'autre bout du monde, que vous le raffinez et que vous le transportez en France? Je pense qu'il faut quand même revenir sur Terre et bien savoir que le biodiesel de colza, c'est une énergie renouvelable et non une énergie fossile qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une certitude. Mais pire encore que le colza importé, il y a l'huile de palme. L'étude Globium montre que les agrocarburants issus de l'huile de palme sont 2 fois plus polluants que les hydrocarbures.
Ce résultat est lié à un phénomène aujourd'hui reconnu par toute la communauté scientifique, le quasi. Quasi pour changement d'affectation des sols indirects. Ce que l'on sait aujourd'hui, preuve à l'appui, c'est que lorsque l'on utilise un hectare français pour produire un agrocarburant pour le mettre dans nos moteurs, on va importer une huile alimentaire que du coup on ne produit plus. Et donc ça va engendrer de la déforestation et d'énormes émissions de gaz à effet de serre. Donc si on regarde l'impact de ce changement d'affectation des sols indirects, de ce quasi, on se rend compte que certains agrocarburants, et ça peut choquer, mais c'est vrai, sont pires pour le climat que les carburants fossiles qui sont censés remplacer. La part de l'huile de palme dans le biodiesel ne cesse de grandir. Elle est passée de 8% en 2010 à 45% en 2014. Et le phénomène s'accélère. L'importation d'huile de palme en Europe, en dépit de ce qu'on peut entendre, en réalité va en grande partie dans nos voitures. Presque 50% de l'huile de palme qui est importée en Europe va dans nos réservoirs. Les pétroliers sont donc les principaux utilisateurs d'huile de palme en Europe. Durant des années, c'est une véritable bataille industrielle qui a opposé Total à Avril. Les pétroliers ont été obligés d'acheter du biodiesel issu de la filière colza au groupe Avril. Aujourd'hui, Total choisit de retrouver son indépendance et lance sa propre production de biodiesel, en partie à base d'huile de palme. En 2016, la raffinerie de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône, était devenue déficitaire. Total a donc décidé de reconvertir son usine en bioraffinerie. De ces pipelines sortiront désormais 500 000 tonnes d'agrocarburants dès 2018. Ici seront traitées des huiles de colza, tournesol, soja, mais aussi de l'huile de palme importée. L'huile de palme est un des éléments potentiellement intégrés dans la production des biocarburants, au même titre que le maïs, le colza, le soja, le tournesol. Ce qui est certain, c'est que ce qui rentrera dans l'usine de production bioraffinerie de la Mède, ce sera des huiles dont le processus, quelle qu'en soit l'origine, aura été certifié et répondra aux normes les plus exigeantes de l'Union européenne. Je note d'ailleurs que ce qui est exigé de l'industrie en matière de biocarburants est supérieur à ce qui est exigé dans l'industrie agroalimentaire. Et lorsque vous mettez de l'huile de palme dans le carburant de votre voiture, ou quel que soit le pays, eh bien les processus de certification sont plus exigeants que l'huile de palme que l'on retrouve dans certaines pâtes à tartiner au chocolat. Mais pourquoi ne pas l'avoir d'emblée exclu de toute perspective industrielle? Mais pourquoi l'exclure? Aujourd'hui, la réglementation ne l'exclut pas. Aujourd'hui peut-être, mais demain, rien n'est moins sûr. L'Union européenne se déchire sur l'utilisation de l'huile de palme. Le Conseil des ministres européens a émis en décembre 2017 un avis favorable à son utilisation dans les agrocarburants, alors que les eurodéputés ont, eux, tranché en vue de son interdiction. Personne ne connaît l'avenir de cette huile végétale. La seule chose que l'on demande chez Total en tant que producteur carburant, d'une part, c'est que la réglementation ne change pas tous les matins. Et deuxièmement, ce que nous demandons, et c'est sans doute là le principal combat, c'est que la réglementation qui s'imposera à l'Union européenne ne soit pas plus restrictive que celle qui s'impose dans les pays dont nous importons des biocarburants. Parce que ça voudra dire dans ce cas que l'industrie européenne ne bataille pas à armes égales dans ce domaine et que, résultat des courses, au final peut-être, nous tirerons une balle dans le pied. Une fois encore, je pense que c'est une chance pour la France comme pour l'Union européenne d'avoir des industriels qui décident de produire sur notre territoire, de maintenir l'emploi et de miser sur des solutions qui permettent de lutter contre le changement climatique. À la Mède, 240 emplois ont été sauvés. Mais pour combien de temps? Et au nom de quelle logique industrielle? Aujourd'hui, le représentant CGT de la raffinerie rencontre l'association Les Amis de la Terre. Fabien Cross, enchanté. Bonjour. 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 C'est le transforme pour les besoins du nouveau process, là-haut. Et en parallèle, ils sont en train de... On est venu vous voir parce qu'effectivement, on est très inquiet par l'utilisation d'huile de palme, le plan de Total.
On pense que c'est une très mauvaise idée, bien sûr, pour le climat, mais même pour l'emploi, pour l'avenir du site, c'est pas durable. Quand on voit l'impact carbone de ce que c'est du traitement de l'huile de palme dans notre projet de transformation sociale et sociétale, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter effectivement. Madame Royal s'inquiète de la présence d'huile de palme dans les pots de Nutella. Mais ici, Total prévoit d'utiliser l'huile de palme. Et nous, ce qu'on a calculé, c'est que c'est l'équivalent de 4 milliards de pots de Nutella, quoi. À elle seule, cette raffinerie, elle pourrait doubler la consommation française d'huile de palme. Donc on ne parle pas d'une paille. On parle de quelque chose qui pourrait avoir un impact sur le climat majeur, quoi. On n'est pas contre la transformation de notre outil. On est pour qu'il s'intègre dans un nouveau paysage industriel. Par contre, on est contre ce projet-là parce c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique, et en plus, il est court-termiste. Pour l'heure, difficile de savoir si la stratégie de Total sera payante. Le 5 avril 2017, le Parlement européen publiait un rapport accablant pour l'huile de palme et ses conséquences dramatiques pour le climat. Un rapport qui conclut par 7 engagements. Faire progressivement cesser l'utilisation d'huile végétale qui entraîne la déforestation, y compris l'huile de palme, dans les biocarburants, de préférence d'ici 2020. Le pétrolier a investi 275 millions d'euros pour transformer son site en bioraffinerie. Mais si la demande en biodiesel a cru de 11% ces 10 dernières années, elle pourrait connaître un coup de frein. L'huile de palme comme biocarburant, pour reprendre leur expression, elle serait utilisée comme gazole. Or, la vente de véhicules diesel ne fait que diminuer. Donc en 2030, on ne sait même pas s'il y aura encore du diesel sur les routes. Je crois qu'on peut raisonnablement dire que Total ment quand Total dit que les biocarburants à base d'huile de palme ont un avenir. Certainement pas un mensonge, mais sûrement une vision optimiste de l'avenir des biocarburants. La France a voté la fin du diesel à l'horizon 2040. Cette décision met bien évidemment en péril la filière du biodiesel et la raffinerie de la Mède. D'ici là, la filière a 20 ans pour rentabiliser ses investissements. Là encore, le sort à court terme du biodiesel est entre les mains de l'Europe, qui n'en finit plus d'hésiter sur les objectifs d'incorporation. Je rappelle que l'Union européenne demande à passer de 7 à 15% d'ici 2030 et que la France, elle demande de passer de 5 à 10 d'ici 2020. Donc, certainement, nous allons continuer à importer, mais nous pouvons aussi commencer à produire en France. Et c'est tout le projet de transformation de la bioraffinerie de la Mède que nous allons conduire, pour laquelle nous avons investi massivement, pour laquelle nous avons transformé l'outil industriel et pour lequel nous allons naturellement travailler avec les fournisseurs de la matière première pour pouvoir, nous, parce que c'est notre métier, la transformer et mettre ces biocarburants sur les marchés. Quand Total dit qu'en 2030, sur son site internet, on utilisera 15% de biocarburants dans les carburants, totalement. C'est pas ça. La réalité est que la Commission européenne est en train de diminuer ce fameux taux d'incorporation, et aujourd'hui on parle de 3%, ce qui est déjà 3% de trop. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que c'est pas 15%. Donc il n'y a pas de viabilité économique de ce projet. En janvier 2018, les eurodéputés ont voté le gel des taux d'incorporation. Mais la France, par la voix de son ministre de l'Environnement, pousse pour une augmentation. Pourquoi un tel choix ? Difficile de dire si la pompe à agrocarburants marchera ou non à plein régime. Cette augmentation de la consommation et de la production des agrocarburants dans les transports serait équivalente à ajouter en termes d'émissions de gaz à effet de serre plus ou moins 14 à 29 millions de voitures supplémentaires sur les routes. Donc vous imaginez l'impact sur le climat. La France, qui d'un côté organise la COP21 et fait signer au monde entier l'accord de Paris sur le climat, s'enfonce dans ses choix douteux en matière d'énergie renouvelable. Bien oui, ce qui est bien dans ce système, mais c'est vrai ce que je vais dire au niveau général, c'est qu'il n'y a jamais personne de responsable quand on vous fait faire des choix stupides. Les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Avec toute la connaissance qu'on a, le consensus scientifique, le consensus au sein des ONG, au sein des décideurs même finalement, qui avaient reconnu en 2015 que la première génération n'était pas la solution, qu'il fallait se tourner vers la deuxième génération et électricité renouvelable, etc. Eh bien, à l'heure où je vous parle, au Parlement européen,
qui est en train de se positionner sur le paquet 2030, il y a des décideurs, des membres du Parlement qui poussent pour qu'on ait des objectifs d'énergie renouvelable, dont les agrocarburants, d'ici à 2030, supérieurs à ceux qu'on a jusqu'à 2020, avec toute la connaissance des problèmes liés aux agrocarburants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobby énorme. Et on revient au problème de la dépendance de cette industrie aux subventions. C'est une imposture. Depuis le début, c'est une imposture. Ça prouve simplement la force des lobbies industriels sur le politique et le fait que les gens qui représentent la société civile non lucrative, les gens qui sont préoccupés de l'intérêt général, eh ben, ils n'arrivent pas à se faire entendre des politiques face aux puissances économiques. Indépendance énergétique, soutien au monde agricole, diminution des gaz à effet de serre, la filière du biodiesel ne répond à aucune de ces promesses. Aujourd'hui, les intérêts et les visions à court terme empêchent la mise en œuvre de solutions énergétiques réellement vertueuses pour le climat. La communauté scientifique, les politiques et les industriels sont divisés. Pourtant, dans la perspective d'un réchauffement de la planète de plus de 2 degrés en 2050, il est urgent de prendre les bonnes décisions en matière d'énergie renouvelable.